C'était la dernière apparition publique de Maduro, quelques heures avant son enlèvement. Il rencontrait un envoyé spécial de Chine, envoyé par Xi. Tu m'évoques de très bons souvenirs. Cette année. L'année du cheval, n'est-ce pas? L'année du cheval. Moi, je suis Tigre. Et toi? Il y a combien de temps? Je l'ai rencontré quand il était très jeune. Donc, je veux dire, c'est en réalité une rencontre avec des envoyés. Il rencontre des envoyés de Xi. Les États-Unis prévoient de bombarder autour du palais de Miraflores, mettant en danger la vie des envoyés de Xi. Et ils vont viser l'homme qui se trouve là, au centre de cette pièce. La Chine savait-elle que cela allait se produire? Et si ce n'est pas le cas, comment va-t-elle réagir? Ce n'est pas une question de... Je ne vois pas cela comme une question de multipolarité, où les États-Unis auraient simplement le contrôle de l'hémisphère occidental en réaffirmant la doctrine Monroe, comme l'a dit Donald Trump. Cela ne vise pas seulement le Venezuela, cela vise toute la gauche latino-américaine, y compris le centre-gauche, comme Lula au Brésil. Et ça vise aussi la Chine et évidemment l'Iran, et la Russie, Et là, je veux dire, Reuters indique que 4 sources affirment que Delcy Rodriguez se trouvait à Moscou. Je pense que l'avion a été suivi jusqu'à cet endroit. Honnêtement, je sais pas. Oui, c'est impossible. Eh bien, elle était au Venezuela aujourd'hui, ce matin, ou il y a quelques heures, quelques minutes, quand elle donnait cette conférence de presse. Donc, Attaque indirecte contre la Chine et la Russie. Est-ce que la Chine et la Russie répondent en disant « Très bien, eh bien, votre petit Zelensky et Budanov, ils sont finis. Et nous allons aussi prendre Taïwan, si vous continuez comme ça, parce que nous avions des intérêts économiques et politiques sérieux au Venezuela, qui ne représentaient aucune menace militaire pour vous, et vous déployez des systèmes d'armes avancés juste à notre frontière immédiate, y compris quelque chose comme une livraison d'armes de 10 milliards de dollars à Taïwan, avec notamment des missiles Attack-MS. On en a assez. Quelle est la place de la Russie et de la Chine dans tout cela? c'est une grande question. Encore une fois, ce ne sont que des spéculations. Nous ne savons pas ce qu'ils savent. Mais clairement, je dirais, j'ai vu Alexandre Dugin publier sur les réseaux que cela ne concernait pas le Venezuela. Cela concerne la Troisième Guerre mondiale. Et je suis d'accord, car j'explique dans mon livre comment le pétrole vénézuélien a approvisionné les Alliés, les Britanniques, pendant la Seconde Guerre mondiale. Au départ, 40%, puis 80% de leurs importations de pétrole ont littéralement alimenté l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me souviens avoir été à Caracas en 2019 pour la réunion du mouvement des non-alignés et avoir rencontré un diplomate vénézuélien qui m'a dit que quiconque contrôlerait le Venezuela à l'avenir détiendrait un grand prix pétrolier pour la Troisième Guerre mondiale. Il m'a essentiellement dit « Ils doivent nous contrôler, car s'il doit y avoir une grande guerre mondiale, ils auront besoin de notre pétrole. » Et donc, si tout cela vise à provoquer quelque chose avec la Chine et la Russie, ou à attiser la situation, la tension avec l'un ou l'autre de ces pays, il s'agit aussi d'avoir le carburant pour les affronter, ou le carburant pour affronter l'Iran. On a déjà vu quelqu'un comme le milliardaire Bill Ackman publier sur X que d'ici la fin de l'année, ou très bientôt, l'Iran sera libre à cause de ce qui vient de se passer au Venezuela. Naftali Bennett, le responsable israélien, a dit quelque chose de similaire. En gros, que l'Iran est le prochain. Alors pourquoi ces influenceurs sionistes disent-ils cela? Le lendemain de la rencontre entre Netanyahou et Trump, juste avant que tout cela n'arrive. Je veux dire, ils ne cherchent même plus vraiment à le cacher à ce stade. Et puis aussi,
Au fait, désolé d'interrompre, Maduro a été enlevé le jour anniversaire de l'assassinat de Qassem Soleimani. Oui, des milliers et des milliers d'Iraniens se sont rassemblés aujourd'hui dans la ville natale de Soleimani, à Kerman, pour lui rendre hommage. C'est donc une date symbolique, en effet. C'est pourquoi je dis qu'il doit bien y avoir quelqu'un, quelque part, qui puisse nous dire quelle est la signification du 3 janvier. Tu veux dire les astrologues? Eh bien, il y a des gens qui font d'autres types d'analyses des dates, oui, et qui étudient comment elles sont manipulées. Mais je ne vais pas demander à un néoconservateur de Washington ou à un milliardaire sioniste de le deviner pour moi. Bill Ackman n'est pas le seul à célébrer. Non, Nat. Je crois que c'est Nat. Je viens juste de vérifier. Oui, Nat Rothschild a aussi tweeté #Free Venezuela ou Venezuela libre. Beau travail, les États-Unis. Eh bien, sans vouloir entrer dans les théories du complot sur les Rothschild, Emmanuel Macron, le président français, a également salué l'enlèvement du président vénézuélien. Qui est Emmanuel Macron? Quel est son parcours? Avant d'être président, il avait essentiellement passé sa vie comme banquier chez Rothschild. Banquier milliardaire. Ils veulent les ressources du Venezuela et ils veulent le pétrole brut. Désolé, je veux juste faire une remarque rapide à propos de l'Iran. L'atout majeur de l'Iran, c'est de pouvoir fermer le détroit d'Ormuz s'il est attaqué par les États-Unis et Israël. Les États-Unis pourraient vouloir s'emparer du pétrole brut du Venezuela comme une sorte d'assurance, au cas où l'Iran le ferait, pour le priver de cet atout. Mais tu disais... Eh bien, sans vouloir revenir sur les théories du complot autour des Rothschild, mais juste un instant. La Banque d'Angleterre a également volé tout l'or du Venezuela et il est probable qu'elle ne le détienne pas réellement dans ses coffres. On peut donc se demander où tout cela est passé. Peux-tu simplement nous parler rapidement du vol de l'or du Venezuela? J'ai l'impression qu'on en a déjà parlé tellement de Taïwan. En 2 phrases. Avant la première tentative de coup d'État menée par Trump en 2019, le Venezuela avait demandé à rapatrier ce qui représentait alors peut-être un peu moins d'1 milliard de dollars en lingots d'or depuis la Banque d'Angleterre, son propre or physique stocké là-bas. Lorsque l'Angleterre et les États-Unis ont reconnu Guaido quelques mois plus tard, cette demande de rapatriement a été compromise, permettant à la Banque d'Angleterre de dire en substance « Nous gardons l'or pour une durée indéterminée, c'est-à-dire s'ils l'ont encore ». Londres connaissait à l'époque une pénurie d'or, et depuis, la valeur de l'or a tellement augmenté qu'il vaut peut-être désormais plus de 2 milliards de dollars. Donc oui, bon pari pour la Banque d'Angleterre. Les États-Unis ont volé l'or du Venezuela. Ils sont simplement allés le prendre. Le Venezuela a commis l'erreur de le garder à la Banque d'Angleterre. Probablement il y a longtemps. Il y a quelque temps, les États-Unis sous Biden ont volé l'un des avions de transport de Nicolás Maduro. L'administration Trump avait déjà saisi des pétroliers vénézuéliens et compte continuer à le faire. Et je pense que vous savez, cela conduit à Trump annonçant qu'il va prendre le contrôle de toutes les réserves de pétrole du Venezuela. Attendez, ce n'est pas ça. Lors de sa conférence de presse aujourd'hui, aux côtés de Marco Rubio, il a déclaré, en substance, « Nous allons prendre le pétrole du Venezuela et nous allons gagner beaucoup d'argent », ce qui est exactement ce que Maria Corina Machado, la dirigeante de l'opposition abandonnée, avait promis. Alors prends soin de toi. Monsieur le Président, le fait que les États-Unis dirigent le pays signifie-t-il que des troupes américaines seront déployées sur le terrain? Comment ça fonctionnerait-il?
Eh bien, vous savez, on dit toujours des bottes sur le terrain. Nous n'avons pas peur d'avoir des bottes sur le terrain si c'est nécessaire. Nous en avions d'ailleurs la nuit dernière, à un très haut niveau, en réalité. Nous n'en avons pas peur. Cela ne nous dérange pas de le dire. Mais nous allons nous assurer que ce pays soit dirigé correctement. Nous ne faisons pas cela en vain. Ce n'est pas une attaque dangereuse. C'est une attaque qui aurait pu très, très mal tourner, quoi que ça veuille dire. Nous ne pouvions pas les laisser s'en tirer. Vous savez, ils nous ont volé notre pétrole. Nous avons construit toute cette industrie là-bas et ils l'ont simplement reprise comme si nous ne comptions pas. Et nous avions un président qui avait décidé de ne rien faire à ce sujet. Alors nous avons fait quelque chose. Nous étions en retard, mais nous avons agi. Oui, s'il vous plaît. Nous ne savons pas ce que cela signifie que Donald Trump veuille essentiellement absorber le Venezuela dans les États-Unis et en prendre possession, ainsi que de ses ressources. J'ai vu des figures de l'opposition vénézuélienne, soutenues par les États-Unis, comme Pedro Burelli, qui a été conseiller de Juan Guaido, remettre en question ce dont Trump parlait exactement et qualifier cela de plan politiquement étrange. Et Trump réaffirme quelque chose qu'il répète avec Stephen Miller, que le Venezuela aurait en réalité volé notre pétrole et que les États-Unis auraient construit l'infrastructure pétrolière du pays. Par conséquent, les États-Unis ne feraient que reprendre ce qui leur appartenait légitimement. Quelle est l'histoire de l'industrie pétrolière américaine au Venezuela, en particulier celle d'ExxonMobil? Et le Venezuela sous Chavez a-t-il vraiment volé du pétrole qui appartenait aux États-Unis? Non, surtout pas si l'on considère simplement le fait que c'est leur territoire. C'est leur territoire souverain. Il n'y a aucun argument à avancer là-dessus. Mais au-delà de cela, Royal Dutch Shell a découvert le pétrole vénézuélien il y a environ 100 ans. Et cette entreprise a en réalité été responsable de la construction d'une grande partie des infrastructures initiales. J'ai vu Francisco Rodriguez, professeur à l'Université du Colorado. C'est un économiste vénézuélien et aussi un bon ami. Faire une assez bonne mise au point à ce sujet sur X en expliquant simplement qu'affirmer que les États-Unis ont construit l'industrie pétrolière du Venezuela est absurde. Mais au-delà de cela, le fait est que Chavez n'a pas été le seul à entamer le processus de reprise d'un certain contrôle souverain sur l'industrie pétrolière. Cela a en réalité commencé sous Carlos Andrés Pérez, lorsqu'il a nationalisé le secteur pétrolier. Mais bien sûr, des acteurs étrangers ont continué à exercer une influence, en particulier Exxon. Chavez a fini par les expulser du pays et saisir leurs opérations. Mais encore une fois, comment les Américains réagiraient-ils si une entreprise étrangère venait extraire du pétrole ou contrôler chaque aspect de leur approvisionnement énergétique souverain? Je pense que ce n'est qu'une question de temps. Nous devrions comprendre qu'en 2026, les pays ne vont plus simplement accepter cela. Donc cet argument selon lequel cela nous appartiendrait d'une manière ou d'une autre ne tient plus. Et encore une fois, ce n'est pas comme si Trump parle comme si nous contrôlions déjà le Venezuela, mais ce n'est pas le cas. Nous n'allons pas simplement y entrer maintenant et prendre le pétrole. Nous ne pourrons pas prendre le contrôle des champs pétrolifères aussi facilement. Donc je ne pense pas vraiment qu'il y ait un plan à ce sujet. Je pense que c'est peut-être un vœu pieux, l'espoir qu'il y aura tellement d'instabilité dans les semaines à venir qu'ils pourront d'une manière ou d'une autre exploiter la situation. Oui, je veux dire, si l'on remonte jusqu'à Harry Truman, après que le Venezuela a fourni du pétrole à la marine américaine et a en réalité provoqué des opérations de sabotage menées par des navires nazis allemands au large de ses côtes, Truman
a supervisé un coup d'État au Venezuela. Et le Venezuela a alors vu l'installation de son premier véritable dictateur pro-américain, Pérez Jiménez. Par la suite, les États-Unis ont mené des efforts historiques pour empêcher le Venezuela de tirer profit de ses propres ressources naturelles, celles qu'il avait reprises en main sous Simón Bolívar. Donc ce n'est qu'une continuation de ce processus. Les médias américains légitiment l'idée d'une appropriation du Venezuela par les États-Unis. On ne voit presque aucune indignation dans les médias américains à propos de ce qui vient de se passer. Une population de 30 millions d'habitants et maintenant c'est la propriété des États-Unis. Penser à cela en des termes aussi simples, aussi tranchés, c'est stupéfiant. Wow, Erin. Regardez simplement son visage, observez son expression. Elle est tellement enthousiaste à propos de l'idée des États-Unis. Nous n'avons rien appris de ce qui devait à l'origine s'appeler l'opération Iraqi Liberation, ou OIL. Regardez simplement son visage. C'est une population de 30 millions de personnes et maintenant cela appartient aux États-Unis. Penser à cela en des termes aussi simples, aussi tranchés, c'est stupéfiant. Waouh, c'est tout simplement remarquable. Nous les possédons. Nous ne savons pas comment. D'ailleurs, Erin ne travaille généralement pas le samedi. Quand j'ai cliqué sur CNN, c'était censé être Frederica Whitfield. Et puis soudain, c'était Wolf Blitzer et Erin Burnett. Alors c'était, oui, Wolf Blitzer est juste passé une seconde. J'imagine qu'il a perdu de l'élan parce que ce n'était pas à propos d'Israël. Voici Donald Trump parlant de la doctrine Monroe, qu'il a essayé de s'approprier. Erin Burnett a dit que c'était le moment où les États-Unis ont pris le contrôle de l'Amérique latine. C'était la politique qui a donné le contrôle aux États-Unis. Ah oui, tu te souviens de cela? Comme si une autorité supérieure avait accordé aux États-Unis le contrôle sur cela. Non, c'était un traité, comme l'achat de la Louisiane. Allons-y. Potentiellement de connivence avec les cartels opérant le long de notre frontière. Toutes ces actions constituaient une violation flagrante des principes fondamentaux de la politique étrangère américaine, remontant à plus de 2 siècles. Et ce n'est plus le cas. Tout remonte à la doctrine Monroe. Et la doctrine Monroe, c'est quelque chose d'important. Mais nous l'avons largement dépassée, vraiment beaucoup. Ils l'appellent maintenant la doctrine Donroe. Je ne sais pas, c'est la doctrine Monroe, nous l'avions un peu oubliée. Elle était très importante, mais nous l'avions oubliée. Nous ne l'oublions plus. Sous Déclaration très éloquente de Trump. Une articulation profonde de l'esprit de la doctrine Monroe ou de la doctrine Donroe. Il n'a pas vraiment expliqué ce que cela signifiait. Cela voulait simplement dire beaucoup, et c'était vraiment quelque chose d'important. Je ne peux pas le faire, Trump. Il a également qualifié les événements de la nuit dernière d'attaque contre la souveraineté. C'était ses mots exacts, ce que j'ai trouvé assez drôle. Pas dans cet extrait, mais au cours de la conférence de presse dans son ensemble. Un autre point que je voulais souligner, c'est que Trump a essentiellement parlé de reconstruction nationale au Venezuela pendant sa conférence de presse, qui est America First. Oui, vraiment pas America First. Il a en gros dit qu'il fallait y aller et reconstruire toute leur infrastructure. Eh bien, c'est parce que ses acolytes veulent obtenir les contrats pour faire tout cela. Oui, après que nous l'avons détruite, après avoir imposé des sanctions et fait couler leur industrie. Donc je ne vois pas en quoi c'est viable. Je crois qu'ils appellent ça Opération Résolution Absolue, ce qui ressemble beaucoup à Opération Détermination Inhérente en Irak. C'est donc un signe de la réussite que notre politique aura pour le Venezuela, je suppose. J'imagine qu'ils nous font simplement savoir, à travers leurs intitulés, à quel point ils sont confiés.
C'est un excellent point. Donald Trump reprend l'exercice néoconservateur de construction nationale de George W. Bush en Irak, où des membres de la Heritage Foundation avaient été envoyés pour diriger un faux gouvernement néolibéral depuis la zone verte de Bagdad. Un désastre total. Les États-Unis géraient des cliniques et construisaient des casernes de pompiers à Bagdad, alors que des casernes fermaient partout aux États-Unis. Et c'est exactement ce qui se passe sous Trump. Sauf que Trump s'était présenté contre cela. Il avait personnellement humilié et détruit Jeb Bush sur la scène des débats, ainsi que Marco Rubio en 2015 parce qu'ils étaient les bâtisseurs de nations néoconservateurs. Et maintenant, Marco Rubio a la main dans le dos de Donald Trump. Trump est sa marionnette. C'est Adelson et tout le monde en dessous de lui. Rubio, oui. C'est le retour du premier mandat de George W. Bush, peut-être même le troisième, car le premier mandat de Donald Trump a essentiellement été la prise de pouvoir de l'État profond. Donald Trump a fait quelques commentaires sur Cuba lors de cette conférence de presse. Comme je le dis depuis un moment, il ne s'agit pas seulement du Venezuela. Il s'agit d'éliminer la troïka de la résistance en Amérique latine, Cuba, où Marco Rubio veut, tu sais, débarquer à la tête d'un millier d'influenceurs OnlyFans et de motos de cartel pour salir Cuba et détruire la révolution cubaine. Et ils veulent renverser immédiatement le gouvernement sandiniste au Nicaragua. Mais Donald Trump a également directement menacé Claudia Sheinbaum, la présidente populaire et élue du Mexique, qui est plutôt une figure de centre-gauche, la tenant pour responsable des cartels. Il l'a menacé aujourd'hui. Il a aussi menacé Gustavo Petro, qui est un social-démocrate et qui a en réalité publiquement appelé à une transition pour le départ de Maduro. Il n'était pas exactement un proche allié de Maduro en Colombie. Trump a accusé Petro, l'appelant en substance un narcotrafiquant. Gustavo Petro a fait davantage, plus que tout dirigeant colombien de ces dernières années, certainement plus qu'Álvaro Uribe, qui figure en réalité sur la liste des 100 principaux narcotrafiquants de la DEA. DIA, Agence du renseignement de la défense. Bon point, tu t'y connais. Et son pantin, Ivan Duque. Tout cela n'est qu'une rhétorique ridicule. Il s'agit simplement d'éliminer la gauche latino-américaine. C'est une question de géopolitique. Il s'agit d'installer des intermédiaires locaux qui permettent aux États-Unis d'exploiter et même d'emprisonner les gens. Il s'agit, tu sais, ce n'est même pas seulement de la gauche. Il s'agit du gouvernement en Iran, encore du gouvernement en Russie, de tout pays opposé à l'ordre hégémonique des États-Unis qui a été établi. En gros, de quiconque s'oppose à l'ordre international fondé sur les règles, celui du monde du FMI issu de la Seconde Guerre mondiale. On pourrait croire que nous nous battons pour quelque chose de nouveau aujourd'hui, mais on dirait qu'ils ne font que consolider et reconsolider leur pouvoir. Consolidés par le gangstérisme, la loi de la jungle, la force brute, la mort de masse, force brute, mort de masse. Et c'est un signe de ce qui va venir. Voici Trump interrogé sur Cuba et Marco Rubio intervient. Allez-y, je vous en prie. Y a-t-il un message ici pour Cuba? Eh bien, Cuba est un cas intéressant. Cuba, vous savez, ne va pas très bien en ce moment. Ce système n'a pas été très bon pour Cuba. Les habitants y ont souffert pendant de très nombreuses années. Je pense que Cuba sera un sujet dont nous finirons par parler, car Cuba est actuellement une nation en échec, une nation qui échoue très gravement. Et nous voulons aider le peuple. C'est très similaire dans le sens où nous voulons aider les habitants de Cuba,
mais nous voulons aussi aider ceux qui ont été forcés de quitter Cuba et qui vivent dans ce pays. Marco, veux-tu dire quelque chose à ce sujet, s'il te plaît? Yeah, Marco, this is your thing. Oui, Marco, c'est ton domaine. Il y a quelques minutes, tu as dit que lorsqu'un président parle, il faut le prendre au sérieux. Il suffit de dire que Cuba est un désastre. Le pays est dirigé par des hommes incompétents et séniles. Et ensuite, qu'a-t-il dit en se tenant à côté de Trump? Que c'est dirigé par Diaz-Canel, qui est bien plus jeune que Donald Trump et, à mon avis, beaucoup moins sénile. Dans certains cas, pas sénile, mais tout de même incompétent. Il n'y a pas d'économie, c'est un effondrement total. Et ce serait lui, tu sais, tous les gardes qui ont aidé à protéger Maduro, c'est bien connu, tout l'appareil d'espionnage, tout cela était rempli de Cubains. Franchement, c'est incroyable. Ce pauvre pays a, dans certains cas, pris le contrôle du Venezuela. L'un des plus grands problèmes des Vénézuéliens, c'est qu'ils doivent déclarer leur indépendance vis-à-vis de Cuba. Ils ont en quelque sorte essayé de le coloniser d'un point de vue sécuritaire. Donc oui, écoute, si je vivais à La Havane et que je faisais partie du gouvernement, je serais au moins un peu inquiet. Un peu? Je ne sais pas. Tu serais inquiet? Alors tu vois, qu'est-ce qu'ils vont désigner ensuite? Ils ont déjà désigné Cuba comme un État soutenant le terrorisme. Le gouvernement du Venezuela a été désigné comme une organisation terroriste. Alors vont-ils simplement renforcer la désignation de Cuba? Trump va-t-il attaquer le Mexique ensuite? Il a attaqué le Nigeria. Il attaque constamment la Somalie. Il menace la Colombie. C'est une offensive totale de changement de régime, sans véritable justification politique, ni plan pour... Il n'y a aucun plan pour le lendemain. Non. No.